Ave Maia, Brillantus Centurion te salutantis. Aujourd'hui, en plein cœur du Web Today, on reçoit Nicolas Rebout de Shine. Bonjour. Et Philippe Wagner de Captain Contrat. Donc, bonjour à tous les deux. Merci de vous joindre à nous au sein du Web Today. C'est la première fois pour vous le Web Today ? Alors pour ma part, non, je suis venu il y a 2 ans, on avait un concours de pitch. Et du coup, je suis venu pitcher, il y avait finale, demi-finale, j'ai fait tous les pitchs qu'il fallait ici quoi. Ouais, moi c'était la première fois cette année, je viens d'arriver. Et première fois à Nantes ? Deuxième fois à Nantes. La première fois c'était il y a 2 mois. Et j'ai adoré la ville. Du coup, je suis revenu mais pour le Web Today. Philippe Wagner, tu diriges une boîte qui s'appelle Captain Contrat. Tu nous fais le pitch de Captain Contrat ? Captain Contrat, c'est le pilier juridique et administratif de toutes les TPE-PME. En fait, on est présent au quotidien, à toutes les étapes de leur développement, à travers une plateforme en fait de contenu, une plateforme de service et une plateforme de conseil d'avocats. Et Nicolas, toi tu tiens une boîte qui s'appelle Shine. Shine, c'est un peu plus compliqué, c'est au-delà de la plateforme ? Shine c'est plus compliqué dans le sens où c'est assez nouveau comme type de produit. Nous on voit ça comme le kit de survie administratif des indépendants, tous les indépendants, professions libérales, auto-entrepreneurs, SASU, URL, tous les métiers. Et c'est construit autour d'un compte bancaire, donc avec une appli avec toutes les fonctionnalités modernes d'une néobanque, une Mastercard. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Des notifications en temps réel et tout. Et plein de services administratifs qui facilitent la vie des gens. Donc par exemple, on peut envoyer ses factures depuis l'application, on reçoit des rappels administratifs dès qu'on a un truc à faire. Toutes sortes de choses qui font que les indépendants n'ont plus à s'occuper de tout ça et peuvent se concentrer sur leur job. Donc 2 boîtes construites plutôt sur la cible small business, dans le but de leur simplifier la démarche administrative. On a pensé que c'était intéressant de vous mettre ensemble et on va essayer de parler un peu du parcours, de ce qui vous a amené à faire ça et dans quel sens. D'abord, Nicolas, toi tu viens d'où ? T'as tout de suite créé Shine en sortant de l'école ? T'es sorti d'une école ? Alors absolument pas du tout. C'est ma 3e boîte en fait. Et avant ça j'ai déjà bossé. Les 2 boîtes précédentes étaient dans la photo. L'une vendait des photos d'art. On organisait un concours photo sur internet pour trouver de nouveaux talents. On faisait voter les gens et les photos qui avaient recueilli le plus de suffrages étaient mises en vente sur le site et dans des corners dans les grands magasins. J'ai créé ensuite une 2e boîte qui s'appelle Printic, qui est une appli qui permet d'imprimer les photos depuis son smartphone, qu'on a lancé en 2013 et qu'on a vendu à M6 en 2014. Et ensuite j'y suis resté pendant 2 ans. Au bout d'un moment j'ai eu envie de recréer une nouvelle boîte. Je regardais un peu ce qui se passait dans la finance, dans l'assurance, parce que je me disais que c'était des secteurs un peu poussiéreux où il y avait plein d'opportunités. Et là j'ai rencontré Raphaël qui est devenu mon associé, qu'on a embauché en tant que freelance pour faire notre site web. Et il a tout cartonné, il a fait le boulot super bien, tout le monde l'adorait, on s'entendait bien et au bout de 6 mois on a commencé à discuter de plus d'idées qu'on avait eues. Je lui parlais un peu des secteurs finance, assurance et tout, et lui me disait qu'en tant que freelance, sa plus grosse galère c'était la partie administrative, qu'il y comprenait rien, qu'il avait mis 15 jours à choisir son statut, etc. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée progressivement. D'accord, et à la base toi t'étais tech ? Non, t'étais pas tech, t'étais sales ? Non, je fais une école de commerce, une majeure finance. Et j'ai commencé dans le conseil en stratégie, d'abord au BCG, et ensuite j'ai fait du conseil en développement durable dans une toute petite boîte, parce que j'avais déjà un peu l'esprit entrepreneurial et envie de faire des trucs avec des petites équipes. Et ça a duré pendant 2 ans, 2 ans et demi en tout, la période de conseil. D'accord. Toi Philippe, tu viens d'où ? De France, je viens d'Alsace plus précisément. Et en fait, j'ai monté une première boîte quand j'étais au lycée. Alors c'était une boîte et en même temps ça n'en était pas, je pense que c'était pas non plus le truc incroyable avec des salariés et tout. C'était une boîte de jeux en ligne, des sites de jeux en ligne. Donc j'ai appris à coder un peu sur le tas, j'ai fait mes trucs en PHP un peu dégueu, un peu comme dans un garage quand on lance une start-up. Et puis ça m'a bien plu. Alors après c'était quand même le moment où ma mère étant prof de maths, elle m'a quand même suggéré de faire des études. Donc c'est à ce moment-là que j'ai un peu raccroché, j'ai fait mes études. Et du coup t'as raccroché pour faire tes études ? Ouais, en fait, si tu veux, c'était bien. On avait des chèques de pub qui arrivaient, des chèques d'Allopass à l'époque, c'était sur tout ce qui était Audiotel pour monétiser ça. C'est une grande époque de l'Allopass. Voilà, et donc j'avais des chèques qui arrivaient tous les mois à la maison. Mon père a commencé à dire écoute, là, ça serait cool que tu crées une boîte parce que moi, j'ai pas trop envie d'être emmerdé avec tous ces revenus à déclarer. Et donc, c'est là que j'ai créé la boîte. Et arrivé en terminale, j'ai préféré revendre le site en fait et me consacrer à mes études parce que ça aurait été un peu compliqué de faire les deux en parallèle. Donc t'as quand même revendu ta première boîte en fait en terminale ? J'ai revendu le site et j'ai fermé la boîte, ouais, mais oui, en gros j'ai revendu ça à qui ? J'ai revendu ça à un mec qui était développeur qui faisait ça en fait. Il rachetait des boîtes avec un minimum, enfin des sites avec un minimum de traction. Il les refaisait de fond en comble. En l'occurrence, vu comme j'avais codé le truc, à mon avis il a dû refaire pas mal de choses. Et derrière qu'il les faisait cartonner. Et en fait je crois que ce site existe toujours, il s'appelle Click au jeu et ça fait genre du coup ça date de 2002, un truc comme ça. Ça
commence à faire un paquet de temps. Toute l'époque des Pricey et compagnie. Ouais, exactement. Il y a eu cette où t'as Congregate, etc. qui a monté, et c'est l'époque aussi où t'as les Bordelais qui ont fait un gros business, là, qui font cadeau, etc. Ouais. Là, Ils avaient une grosse boîte avec Motion Twin. Motion Twin, ouais. Avec Inscope, qui est les mecs qui avaient réinventé un modèle de compilation en flash. Histoire incroyable, Motion Twin. Et du coup, quand t'as fait des études, t'es rentré dans quel... Du coup, je savais pas trop quoi faire. Moi, je voulais toucher à tout. Je voulais faire du business. Donc, je suis rentré en école de commerce. Et là, j'ai fait vraiment deux choses diamétralement opposées. J'ai fait un peu comme tout le monde, un stage un peu formateur, CV, machin, enfin les bullshit de base. Le bullshit que tu peux sortir sur un plateau médiatique. Je suis allé en banque pendant 6 mois. J'en suis revenu. C'était vraiment génial. Du coup, t'étais chez des Allemands, c'est ça? Ah, j'étais à la Deutsche Bank, ouais, mais à Londres. Du coup, j'ai découvert Londres, j'ai fait une super coloc, j'ai adoré tout ça. Mais le job en lui-même, je me suis quand même un petit peu emmerdé, donc du coup... La vie londonienne, c'était marrant par rapport aux Vosges, mais... Ouais, non, mais t'inquiète, en Alsace, il y a un gros écosystème entrepreneurial. Et puis, en fait, du coup, je suis parti complètement dans l'autre sens sur mon deuxième stage, où là, j'étais bras droit de Gilles Babinet. Alors, bras droit, c'est le côté positif, mais j'étais aussi donc, un peu Gilles super Babinet, secrétaire. pour ceux qui le savent pas, c'est un mec avec beaucoup de cheveux très frisés. C'est un mec avec beaucoup de cheveux très frisés, c'est un serial entrepreneur. Il donne pas mal dans la politique maintenant parce qu'il est digital champion pour la Commission européenne et il a beaucoup œuvré au développement de l'entrepreneuriat au global. Il est associé dans un petit paquet de boîtes maintenant. Et il fait partie de ces gens qui, du coup, effectivement, quand t'es son bras droit, tu cours partout à côté de lui en essayant de récupérer les catastrophes d'agenda qu'il doit générer en permanence. Ouais, c'est pour ça que je dis super secrétaire aussi. Et avec les gens aussi, je suppose. Ouais, carrément. Non, c'était vraiment freestyle. Je me souviens d'ailleurs d'un jour où il avait fermé son bureau. Je suis rentré par l'échelle de pompiers pour pouvoir quand même aller bosser. Donc c'était assez rigolo. What's the line? The king shits and the hand wipes. Et ça m'a vraiment donné envie de remonter une boîte derrière. Enfin, d'en monter une vraie cette fois-ci. Non, l'expérience avec lui de 6 mois en stage, ça m'a vraiment donné envie. Donc j'ai terminé par un master entrepreneur dans mon école de commerce. Et à la suite de ça, je suis direct parti en création d'entreprise. Ce qui t'a donné envie de toujours créer une boîte, parce que du coup, après 3 boîtes, c'était une envie dès le début des études, ou c'est un truc qui a été complètement par hasard? Tout le monde a des ressorts un peu différents dans ce truc-là. Moi, je crois que j'ai toujours eu envie d'entreprendre, mais que je l'ai jamais trop assumé. Déjà, j'ai jamais été vraiment le mec qui a 50 000 idées à la minute et où à chaque fois qu'il voit un truc quelque part, se dit tiens, il y a un business à faire. J'étais limite très complexé par ça en me disant je monterais bien des boîtes, mais en fait, j'ai pas d'idée, donc je suis pas fait pour ça. Et en sortant de l'école, et puis j'ai quelques entrepreneurs dans ma famille et ça a pas toujours été des succès financiers majeurs. Du coup, j'ai un peu à cœur de faire les choses proprement et de pas endetter mes filles, ma copine je sais et pas tout le si monde. l'entrepreneuriat est une voie royale de blé en fait. Par exemple, un très bon développeur, tu vois, genre entre créer des boîtes qui a un succès, qui a une potentialité de succès avec quand même une proba qui est pas si ouf que ça, comparé à être très bien payé aujourd'hui dans n'importe quelle boîte. Non mais il y a une question de risk return, c'est-à-dire que quand tu crées ta boîte, ça peut être un énorme succès, dans ce cas tu peux gagner beaucoup d'argent. Maintenant clairement, si ton but dans la vie c'est de gagner de l'argent, quel que soit le montant que tu cherches à gagner, l'entrepreneuriat c'est pas la meilleure solution. Maintenant il y a plein d'autres choses géniales dans l'entrepreneuriat et ça en fait partie parce que il y a quand même une forme de rêve, tu dis ça peut marcher. Mais clairement, si le but c'est de gagner de l'argent, si c'est le seul, ou en tout cas qu'il est de loin le premier, faut pas faire ça. Si tu veux gagner de l'argent, faut être trader, faut aller dans la banque, il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Et ce qui m'a donné envie de recommencer, je pense que ce qu'il y a de plus excitant, en tout cas dans mon cas, c'est de passer d'un besoin que tu identifies, d'un truc qui est très flou et qui devient petit à petit une idée, et qui finit par prendre vie, qui finit par exister et avoir son existence propre un peu en dehors de toi. Et le fait d'avoir plein de gens qui s'investissent dans le projet, les employés, les investisseurs, les clients, enfin, toutes les parties, les partenaires avec lesquels tu construis les choses, tous les partenaires qui se mettent à avoir beaucoup d'intérêt à ce que ce truc fonctionne alors qu'au départ il n'y avait rien du tout, ça c'est super épanouissant et c'est très sympa. Et puis ça crée une aventure humaine qui est chouette, quoi. Tu crées des liens avec à la fois les gens avec lesquels tu bosses et tous les autres avec lesquels tu interagis, que pour le coup dans mon cas j'ai rencontré dans aucune autre configuration professionnelle. Et toi tu t'es associé avec ton frère du coup, c'est ça? Ouais. En fait, du coup, en sortie d'école, on a commencé à boire des bières ensemble, et puis de manière plus en plus récurrente. Oh my god. Et à parler de projet de boîte, donc on réfléchissait un petit peu à plusieurs idées. Nous, ce qu'on voulait faire, ce qui nous bottait vraiment, c'était d'accompagner les TPE-PME dans leur développement. En fait, le droit en tant que tel, parce que Captain Contrat, on est quand même une plateforme de services juridiques, c'était pas forcément notre passion première.
Mais il se trouve qu'on a identifié que c'était une matière qui était présente à chaque étape de développement des boîtes et que si on voulait les accompagner dans leur Parce que développement, du coup, tu voulais monter fallait qu'on une s'attaque boîte, à ça. et du coup, tu t'es attaqué à ça. C'était pas genre le droit t'a gonflé et du coup, il fallait que tu solutionnes. Bah, quoi. en fait, si, le droit m'a gonflé quand j'ai monté la première SARL sur les sites de jeux en ligne, mais ça m'a pas suffisamment gonflé pour me dire c'est ça que je vais révolutionner. C'était vraiment, je pense que c'était une envie plus profonde de monter une boîte à destination des TPE PME. Great services, great products, and most of all, that face! Avant que je vous mette autour de la table, vous vous connaissiez pas. Est-ce que vous aviez chacun entendu parler de la boîte de l'autre? Ouais, la boîte de l'autre, ouais, carrément. On se connaissait pas personnellement, mais je connaissais Captain Contrat, ouais. En fait, si, moi je me rappelle qu'il y a pas longtemps, on a participé à un workshop chez The Family sur la façon dont on doit révolutionner la création d'entreprise. Et donc il y avait du beau monde parce qu'il y avait à la fois des startups, il y avait les instances type greffe du tribunal de commerce, chambre des métiers, service des impôts des entreprises, enfin tous les organismes un peu publics. Et on a tous été mis autour de la table pour réfléchir à comment est-ce qu'on change les choses. Avec tout le problème de vision diamétralement opposée qui C'était assez marrant ça. Ah merde. Oh, c'est pas vu alors. Ah non, moi j'étais sur le financement des PME et voilà, ce qu'on va ouais. faire de l'argent. Ce fut mouvementé, on va dire, mais c'était assez génial. Ça fait partie des endroits magiques de The Family où ils arrivent à te coller un samedi matin des gens qui sont habituellement pas du tout habitués à bosser le samedi dans un environnement qui les trouble beaucoup, genre qu'il y ait des cookies sur les tables et que l'endroit ressemble plus à un endroit d'antiquaire qu'à des bureaux, ça les trouble beaucoup et en même temps c'était passionnant parce que t'avais vraiment du beau monde dans la hiérarchie et les gens se posaient des vraies questions et ça fait partie des trucs vraiment magiques de The Family, ce côté think tank où on essaye de changer les choses. Et du coup tu te souviens de ce qu'il a raconté, c'est ça? Ouais, je me souviens que t'es intervenu, ouais, et il s'est d'ailleurs un petit peu énervé à un moment parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui représentent les organes publics, on va dire, qui ont un petit peu du mal à comprendre ce que c'est une vraie expérience utilisateur, qui disent qu'il y a des choses qui existent déjà alors que c'est des kilomètres et des kilomètres de formulaires à remplir où personne ne comprend rien et ne sait comment les remplir. Complémentaire comme objet des présents à exposer ce qui suit les pièces ci-dessus énoncées, daté selon l'article 9 bis. Oui, jusque-là, tout est clair. Certes, c'est possible de créer une boîte en ligne, mais en fait, faut juste, c'est le parcours du combattant. Et donc de comprendre qu'on veut accompagner les créateurs d'entreprise dans quelque chose de plus simple, ben, ça demande un peu, beaucoup d'évangélisation. Et parfois, on peut un peu s'impatienter, nous, en tant qu'entrepreneurs qui faisons ça au quotidien, quoi. Et ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont vraiment nuls en gestion d'entreprise. C'est-à-dire que les mecs ont à peine des notions de comptabilité. Quand ils lisent un contrat juridique, les trois quarts du temps, ils comprennent pas la clause importante ensevelie, parce que bon, un contrat, t'as quand même énormément de clauses qui servent à que des quelques clauses importantes dans le contrat en fait. Et ça, c'est un truc que je trouve très intéressant parce que en France, on a monté des trucs, des IAE, des choses comme ça, où t'es censé aller pour apprendre à gérer des boîtes. Je suis le premier à appeler des coupables, hein, j'ai fait aucune étude de gestion d'entreprise, je l'ai marqué, je fais n'importe quoi, puis j'ai appris sur le tas. Et je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas, et au-delà des accélérateurs, parce qu'aujourd'hui, The Family, c'est pareil, ils sont pas là pour t'apprendre à gérer une boîte, ils sont là pour t'aider à te déployer, à faire ta croissance. Mais je me suis toujours demandé comment on pourrait se débrouiller pour diffuser cette culture et cette compréhension-là. Parce qu'en fait, au moment où tu l'as, en fait, tu l'hackais, en fait, t'as déjà du blé pour embaucher des gens pour t'en occuper, en fait. T'es juste meilleur à les superviser, quoi. Je sais pas si c'est un sujet qui vous est déjà apparu. Non, évidemment, le truc c'est que c'est pas complètement trivial, c'est-à-dire que c'est des sujets techniques et c'est souvent très chronophage. Enfin, quand tu dis lire un contrat et voir les clauses importantes, un contrat généralement s'il fait moins de 8 pages c'est qu'il a été mal écrit et du coup quand tu commences à rentrer dans le détail pour essayer de comprendre les choses, mine de rien ça prend du temps, ne serait-ce que de le lire et ensuite de travailler dessus. La compta c'est exactement pareil, si tu veux faire ta compta toi-même, c'est vraiment énormément de boulot et si tu veux même suivre correctement le boulot de ton comptable, ça prend vachement de temps. Je pense qu'il y a plusieurs trucs, tout le monde doit faire des efforts en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui les normes comptables et les processus de l'État, ça a été un peu simplifié avec l'auto-entrepreneur, même beaucoup, mais de manière générale, toute la comptabilité et toutes les formes juridiques ont été pensées pour d'assez grosses boîtes, des boîtes de au moins 10-15 personnes en général, qui donc ont vocation à avoir un avocat, avoir un expert comptable, un directeur financier, etc. Dans le cas des freelances, parce que c'est celui que je connais le mieux, aujourd'hui quand tu es freelance, tu gères à peu près la même complexité qu'une boîte de 10 personnes, si ce n'est que tu fais pas 10 fiches de paie. Si tu as une SASU, tu n'en fais qu'une. Suivant les métiers, tu fais des fiches de paie ou pas, mais globalement, c'est un peu les mêmes procédures. Donc il faut, à un moment, il faut qu'on se dise, si jamais de plus en plus de gens aspirent à travailler de cette façon, il faut qu'on simplifie un peu les choses, parce que juste, pour le moment, c'est pas adapté. Ensuite,
les outils sont pas vraiment à la disposition des gens qui travaillent non plus. Et typiquement, les freelances, encore une fois, ils ont accès généralement à des solutions comptables ou des logiciels qui ont été pensés pour des boîtes de plein de personnes avec plein d'options et des gens dont le boulot c'est d'utiliser ce logiciel-là. On peut même mélanger les sons. Alors que quand tu es freelance, il y a un truc que tu n'as pas le temps de faire, c'est ça quoi. Tu as déjà du boulot pour trouver des clients, les satisfaire et faire ton job correctement, et déjà c'est pas si évident. Donc il faut aussi qu'il y ait des startups comme nous qui lancent des services qui facilitent la vie des gens. Et ensuite il faut qu'on éduque un peu plus les gens, mais j'ai l'impression qu'il y a une telle ferveur autour de l'entrepreneuriat en France, c'est tellement à la mode depuis quelques temps, pas qu'en France, en Europe et dans d'autres pays, mais c'est tellement à la mode depuis quelques années que j'ai quand même le sentiment qu'il y a des bonnes pratiques qui se diffusent et que les choses commencent à se savoir et que les comptables, les experts comptables, les avocats ont l'habitude de bosser avec des startups, et ça me paraît plus fluide qu'il y a 10 ans quand même quand j'ai créé ma première boîte. Non, mais je me demande toujours si c'est pas un biais cognitif de ma part qui a une meilleure compréhension en fait qu'il y a 10 ans de ma part en fait. J'ai toujours l'impression que c'est plus fluide, mais d'un autre côté maintenant je comprends ce qui se passe, donc évidemment c'est plus fluide. Il y a quand même beaucoup plus de contenu, tu vois. Tu regardes, il y a 10 ans, tu pouvais pas trouver des réponses à tes questions d'un point de vue juridique. Il y avait le site de la PCE. Et c'est bien pour ça qu'il y a une vraie rupture, en l'occurrence je parle de ce que je connais, mais dans le monde des avocats, parce que les mecs ont besoin de se réinventer pour adresser leur marché. Ils vont plus adresser leur marché en finalement diffusant de l'information, mais en se repositionnant sur des choses à plus forte valeur ajoutée comme le conseil. Donc quand tu as besoin de faire des statuts de SARL où tout est encadré par le code du commerce, t'as pas besoin de réfléchir en fait, le truc il est bateau. T'as plus besoin de faire appel à un avocat. C'est ce genre de réflexion en fait qui font que aujourd'hui il y a une tonne d'informations disponibles. Nous rien que sur Captain Contrat on a quasiment 1000 fiches pratiques dans tous les domaines du droit, et toute cette information elle est désormais disponible. Donc ça a quand même changé en fait. Certes il y a encore beaucoup de travail à faire, mais par rapport à il y a 10 ans, c'est plus du tout la même situation. Si on parle un peu de vos boîtes, vous en êtes à peu près à quel stade? Vous avez combien de personnes à peu près dans les équipes, vous? Nous on est 50 là dans l'équipe. 50 chez Captain? C'est une vingtaine. Et vous, une vingtaine? C'est des boîtes qui ont quel âge, je trouve? Nous on a bientôt 5 ans. 5 ans, et... Nous on a lancé le service il y a 3 mois et on a recruté notre premier employé en juin de l'année dernière, donc il y a pile un an. Vous visez toi spécifiquement la France pour l'instant? On va rapidement s'étendre à l'étranger et l'idée c'est d'ouvrir 2 pays l'année prochaine. Donc pour l'instant c'est la France et rapidement d'autres pays. Et tu peux déjà parler des 2 pays que tu vas ouvrir ou pas? Je peux en parler dans la mesure où c'est pas encore décidé, donc comme ça je risque pas de faire de bêtises, mais en gros on regarde, la question c'est est-ce que c'est en Europe et où est-ce qu'on essaie de faire quelque chose aux États-Unis tout de suite, sachant que la réglementation bancaire est assez différente sur les 2 continents et que c'est un des seuls domaines sur lesquels on est plus avancé en Europe qu'aux États-Unis clairement. Donc ça facilite les choses. Ensuite nous on va regarder... C'est pas le seul domaine, il y a plein de domaines où on est très avancé en Europe. La donnée privée... Oui, puis on a une sécurité sociale, des choses comme ça, mais je trouve ça les armes à feu. Machine gun bacon. Ça c'est pas sûr. Mais dans la tech, souvent on a tendance à avoir un complexe vis-à-vis des Américains, c'est-à-dire c'est plus difficile de développer une boîte en France, en Europe, je sais pas où, qu'aux États-Unis. Et clairement dans les fintechs c'est le contraire. Et si tu regardes les boîtes qui cartonnent vraiment dans les fintechs, il y en a énormément qui sont européennes. Donc quand même on regarde les deux parce qu'il y a beaucoup d'indépendants aux États-Unis et qu'ils ont des problèmes qui sont relativement similaires dans certains cas à ceux qu'on a en France. Et puis sinon c'est probablement les pays limitrophes, il y a l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Nordiques aussi. Donc suivant les pays tu as plus ou moins de freelance profession intellectuelle, plus ou moins de freelance col bleu, ou on les appelle, il y a plusieurs façons d'y faire référence, et on va regarder un peu les services auxquels ils ont accès et dans quelle mesure ce qu'on fait aujourd'hui en l'état leur est utile ou pas. Ça va être ça les critères. Vous opérez déjà sur plusieurs pays, si ma mémoire est bonne? Ouais, mais de manière assez négligeable en fait. On a des clients en Suisse, en Belgique, au Luxembourg pour des problématiques souvent transfrontalières, donc il se trouve qu'on a des avocats qui peuvent faire le taf et ça rentre assez bien dans notre modèle aussi techno, donc ça fonctionne. Maintenant l'international, on va pas se leurrer, pour nous c'est pas pour tout de suite. On est plutôt en train de développer, tu parlais tout à l'heure de boîtes de petite taille qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à un avocat, et derrière quand ils ont les moyens, ils ont déjà l'info quoi. On est en train de développer un SaaS en fait, un SaaS de gestion juridique à destination justement des tout petits, enfin dès la création d'entreprise. Et ça va être notre focus plutôt que d'aller à l'international. Vous avez déjà tous les deux passé cette barrière un peu compliquée où tu as la team initiale, tu fais tes premiers recrutements, tu récupères tes premiers clients, vous êtes dans des cas B2B. B2B, vous êtes adressé à des petits, même si c'est du B2B qu'on peut adresser comme du B2C en disant à faire du mass marketing, etc. et les signer, ça reste du B2B. Aujourd'hui, sur ces clients-là, vous avez il y a toujours la barrière du
Ouais, moi je suis un petit, je ferais bien confiance à des gros parce que j'ai peur de me faire, j'ai peur de perdre en fait en m'alliant à un petit. Comment est-ce que, par exemple, vous avez réglé cette posture-là et ensuite vous, comment vous l'adressez à cette posture-là, mais peut-être comment vous Moi, l'avez tu vois, réglé? par exemple, pas plus tard qu'hier, il y a un mec qui répond à un mail automatique envoyé par moi, qui accueille quelqu'un sur la plateforme, et le mec me dit oui, mais alors pas question que je paye sans avoir le moindre document. Donc je lui réponds, je lui dis mais enfin de quel document vous parlez? Donc il me dit ouais, le cabis, machin, je vais avoir mon cabis. Donc là je lui dis ok, je comprends tout à fait. Enfin en tout cas sachez qu'on a plus de 10 000 clients qu'on a accompagnés depuis 5 ans, qu'on a une garantie satisfait ou remboursée. Et si vous voulez, je fais en sorte que quelqu'un vous appelle dans la foulée. Et le mec me dit oh ouais d'accord ok. Et donc on a finalement, il n'y a pas eu de problème quoi. Il y a eu un petit doute. Mais il y a de moins en moins ce genre de situation. Parce que au bout de quasiment 5 ans, les gens quand même commencent à faire confiance à la marque. Et tout simplement, avec toutes les garanties qu'on a mises en place, on peut consommer en ligne, y compris sur des paniers moyens autour de 500 €, sans aucun problème. Et notamment toi, parce que, enfin, pour finir, t'es leur compte en banque. Et C'est alors là, exactement ça, angoisse quand même. C'est quand même, s'il y a bien un secteur où la confiance est au cœur de tout, c'est la banque quoi. Donc nous c'est un vrai sujet depuis le départ et c'est un truc auquel on fait super gaffe. Ça passe par beaucoup de choses. Déjà la première chose c'est qu'on est les premiers à vraiment construire tout un service de zéro pour les indépendants et uniquement pour les indépendants. Traditionnellement c'est toujours la cible où on dit oui bah t'es tout seul, t'as pas d'employé donc prends un compte perso c'est pareil. Où on te dit oui non mais t'as un numéro de SIRET donc t'es B2B donc prends un compte pro, ça va te coûter 40 € par mois, ça va te servir absolument à rien mais voilà. Et ça c'est vrai pour les comptes et c'est vrai pour pas mal d'autres types de services aussi dans l'accompagnement administratif et tout. Donc mine de rien quand toi t'es indépendant et que tu dis pour une fois putain il y a ce truc qui est fait et c'est vraiment fait pour moi parce qu'effectivement j'ai besoin de faire des factures, effectivement j'ai besoin de gérer quelques justificatifs et effectivement toutes les infos, les fiches pratiques et le service client tout ça répond aux questions que je me pose vraiment. Ça crée de la confiance parce que les gens se disent ok ce service il est pensé pour moi depuis le départ. Ensuite sur l'aspect plus Donc toi, sécurité réglementaire. l'enseignement qu'on pourrait avoir là-dessus, vraiment toi tu dis j'ai vraiment pris ma cible j'ai identifié comme étant mal aimé et je lui envoie d'amour en permanence parce que c'est vraiment ton discours depuis le début, c'est de dire les indépendants personne ne s'en occupe bien, Ouais. donc moi je vais faire tout centré sur eux et on ne reçoit pas, on ne fait pas les TPE, on fait les indépendants Ouais. et que les indépendants. Ton gros Protéines. souci dans la vie quand t'es indépendant, c'est que t'es super angoissé. À chaque fois que tu fais un truc, t'as l'impression que tu fais un truc de travers. Quand tu fais pas un truc, t'as l'impression que tu devrais être en train de faire quelque chose. T'as pas accès vraiment à l'information facilement. Et comme t'es tout seul, t'as pas un comptable, un associé, quelqu'un à qui poser, avec qui partager ces sujets-là. Donc le fait d'être vraiment tout seul, oui, pour nous c'est une des caractéristiques principales. C'était le gros problème des freelances. Et il y en a de plus en plus et on se dit bah c'est une cible qui mérite qu'on s'occupe d'elle. Et donc avec mon associé, on a développé un produit qui répond à ça. Et nous, notre job dans la vie, c'est de faire en sorte que les indépendants aient l'esprit libre. Et c'est pour ça que pour nous, Shine, c'est un copilote, c'est pas juste un compte bancaire. Et ensuite, on prend chacun de leurs problèmes, et on dit ok, il faut que tu fasses des factures, comment on fait pour que ce soit hyper simple, ok, tu dois gérer tes justificatifs, comment on fait pour que ce soit simple, tu dois créer un statut micro-entrepreneur, etc., etc. On prend tous les problèmes un par un et on regarde si ça rentre dans notre scope et si c'est possible de les faire facilement et rapidement, efficacement, on le fait. Et vous c'est une cible aussi que vous travaillez, les indépendants comme ça? Ouais, mais pas spécifiquement. Si tu veux. On a nos bailleurs persona, donc les profils types de gens qui achètent chez nous. On va avoir les primo-créateurs, donc ceux qui n'ont pas encore vraiment l'expérience de gestion d'une entreprise. On va avoir les gens qui ont déjà monté une boîte et qui vont avoir des besoins juridiques assez complexes et d'autres qui vont avoir des besoins juridiques beaucoup plus simples. Et pour tous ces mecs-là, on a des tracks où on va pouvoir les accompagner sur l'ensemble de leurs étapes. Et nous, notre vocation, c'est plutôt d'être un généraliste en termes de cible, mais un spécialiste sur le métier en fait. D'accord. Et pour revenir sur le fait de rassurer, surtout au départ quand tu as une toute petite boîte et que tu lances un compte bancaire, ça passe évidemment par la question que j'ai évoquée tout à l'heure de bien montrer aux gens que c'est d'eux qu'on s'occupe, mais ça passe aussi par plein d'autres choses. Donc nous, notre politique c'est d'être super transparent sur les questions réglementaires, comment c'est construit, comment fonctionne le compte bancaire, où est garanti l'argent, quels sont nos partenaires pour construire ça, etc. Et puis ça demande aussi beaucoup d'efforts. Et est-ce que Morning par exemple, cette Comment histoire-là, elle a mis en danger les néobanques? Ça a créé de la défiance ou en fait ça s'est pas vu? Alors évidemment nous on connaît le sujet parce qu'on est dans le secteur, mais c'est jamais une question qu'un client m'a posée par exemple, donc je sais pas si ça peut répondre à la question. Je pense que Morning a eu un souci réglementaire et on leur a suspendu leur licence quelque temps, mais malgré tout personne n'a perdu d'argent dans l'histoire. C'est ça qui est important de comprendre quand même, c'est que le système bancaire, ou en tout cas les montages qu'on fait, alors je peux pas être de tout le monde, parler au nom de tout le monde, mais en tout cas nous les partenaires avec lesquels on travaille sont très sérieux. Absolument tout le monde est déclaré auprès de la CPR, donc c'est l'autorité qui contrôle globalement l'activité bancaire en France et qui s'assure qu'on peut pas faire n'importe quoi et perdre l'argent des gens.
Et donc tous nos partenaires le sont, nous on est aussi enregistrés auprès de la CPR et tous nos process sont contrôlés. Et ça c'est un des trucs qui fait que ça nous prend plus de temps de monter Shine que de monter certains services en ligne que tu peux faire plus facilement, parce qu'on a toutes ces étapes réglementaires à franchir et qu'on a droit à 0 bug sur ces sujets là en fait. Tu peux pas, sur un réseau social tu peux perdre un statut mis à jour, dans une banque tu peux pas perdre un virement. Donc on perd pas de virement et il y a des gens qui sont là pour vérifier ça, on n'est pas les seuls à le garantir. En fait, il y a un certain nombre de contrôles mis en place, notamment depuis BAL3, qui sont très intéressants. On fait beaucoup d'informatique bancaire aussi, donc une petite idée de ce que ça veut dire avec les mecs qui viennent te voir et qui font un audit et qui disent et là comment tu garantis que tu perds pas la transaction. C'est pas la foire, une banque ne fait pas ce qu'elle veut, c'est pas le Far West. Et partout dans le monde en fait, notamment aujourd'hui les banques sont, et c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'aujourd'hui toutes les banques sont obligées de justifier chaque prêt qu'elles fournissent, de garantir que leur créance est de qualité. Et si la créance ne peut pas être démontrée comme étant de qualité, ils sont obligés de l'appuyer sur les fonds propres. C'est pour ça que des fois ils sont chiants pour te prêter des sous, parce qu'en fait c'est leur fonds propre. Je choisis la solution offensive. Je vous raconte rapidement ce qu'on fait chez Maya. Donc Maya Matter, c'est un projet qui a été lancé avec la ville de Saint-Nazaire, la ville de Nantes, et maintenant la région a commencé à financer. Et en fait on est parti du constat de se dire qu'on pense que les belles boîtes seront issues d'une tech qualitative, d'une grosse tech. On essaye de viser de la deep tech. Et en fait on dit on va prendre que des jeunes doers, des designers, des développeurs, beaucoup des développeurs ou des scientifiques, pas de commerciaux, vraiment des gens focalisés, être capables de réaliser quelque chose de ses 10 doigts. Hey, I'm bad, but you can call me Betty and I can build a spaceship. Watch this. En fait pendant leurs études ou juste après, on leur propose de créer leur boîte, on signe leur convention de stage, etc. s'il le faut. Et pendant 4 mois, ils sont logés, nourris, on leur file des mentors, on leur file des bureaux. Et ils peuvent du coup créer leur boîte à cet endroit-là. Ils reviennent l'année d'après dans un modèle plus workshop. Et ils reviennent l'année d'encore après pour mentorier les premières et deuxième années. C'est un programme qu'on a mis en place, il n'y a que de l'argent public dedans. Donc on ne prend pas de part, c'est gratuit. Enfin, il n'y a pas cette espèce de truc qui est très bizarre, je trouve, sur les accélérateurs early stage où les mecs veulent absolument taper 15% de ta boîte pour des raisons discutables. Maman, Claudia, pareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. Donc on essaye au maximum d'être sur ce type de bonne ambiance. D'abord, est-ce que ça c'est un programme qui vous paraît avoir de la cohérence et c'est un programme que vous avez déjà vu ailleurs ou c'est un truc que vous trouvez assez original? Voilà, comme ça, ça nous semble bien, ouais, mais enfin, il faudrait en savoir un petit peu plus. Après, moi, je suis un gros adepte des programmes d'accélération et j'ai toujours refusé ceux qui prenaient du capital. Donc, quand tu parles de raisons discutables, pour moi, c'est même pas discutable. Il ne faut pas donner du capital de ta boîte quand on te propose de t'accompagner en early stage. Donc déjà, ça semble partir sur de bonnes bases, quoi. Rien vu de pareil, et tout ce qui consiste à inciter les gens à entreprendre, à les aider, moi je trouve ça chouette, ouais. Qu'est-ce que ce serait les conseils que vous donneriez à des ingénieurs, des scientifiques, des masters, des doctorants qui ont envie de devenir des entrepreneurs? Là, on essaye de les motiver là-dessus, et entre autres, ces vidéos sont faites pour eux. Quels seraient les conseils que vous auriez envie de donner? Vas-y, commence. Non, mais alors du coup, je sais pas exactement quels sont les projets. Tu parlais de deep tech, donc déjà, on est peut-être sur des cycles de développement qui sont un peu plus longs. Mais je pense qu'il y a un truc que je donnerais, peut-être qui est valable pour n'importe quel entrepreneur, c'est de sortir, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur en fait. Là où tu es confort dans ton canapé et faire des recherches sur internet, ça tout le monde sait faire. Ce qui fait la diff et ce qui va vraiment permettre à une boîte de trouver son marché, c'est de sortir et d'aller parler à des potentiels utilisateurs ou d'aller parler et d'aller tester et d'itérer là-dessus. I'm the best. Et ça paraît tout bête dit comme ça, mais c'est le truc qui coûte le plus parce qu'en France on n'aime pas trop parler de son idée, on n'aime pas trop demander du feedback, on a peur en fait du jugement des autres et c'est une vraie connerie. C'est une vraie connerie. Et pire, moi je trouve que les gens qui font le feedback en France sont souvent extrêmement focus. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est bien, alors que dans leur tête ils pensent c'est de la grosse merde et j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Et en fait les gens osent pas être cash. Joyeux Noël, fait Genre dire franchement, je comprends pas comment tu vas faire de l'argent. Et alors, d'abord quand t'es le premier mec que les gens croisent qui disent franchement j'ai rien compris à ton pitch et je comprends pas comment tu vas faire de l'argent, alors là tu passes pour le plus gros connard de la terre alors que en fait t'es le seul mec honnête qu'il a croisé dans la soirée. Moi je leur demande tu veux un feedback transparent ou tu veux un feedback voilà, un peu normal, et dans ces cas là ils se posent la question et ils disent bah non donne-moi un truc cash quoi. Je suis assez d'accord, ouais, je pense qu'il faut sortir de chez soi et aller parler à des gens qui seraient utilisateurs de ce qu'on est en train de construire. J'irai plus loin, moi quand je demande l'avis aux gens maintenant je dis jamais que c'est pour moi parce que effectivement c'est impossible d'avoir un retour assez honnête, je pense que c'est une particularité française mais après je l'ai pas fait dans 10 pays
Mais typiquement, quand j'appelle des clients au nom de Shine pour avoir du feedback, je dis toujours que je suis un organisme indépendant, que j'ai été mandaté par Shine, etc. Je leur dis jamais bonjour, c'est ma boîte, j'ai créé ça avec mes tripes, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens vont pas te dire ouais, bah, c'est de la merde, mais je m'en sers plus. Ça n'arrive pas, ça. Alors que les gens sont beaucoup plus honnêtes quand c'est pas pour toi. Et c'est pareil quand tu demandes, quand tu parles de ton idée, tu peux aussi dire que c'est l'idée d'un pote et les gens sont beaucoup plus directs dans la façon de te répondre. J'ai un ami qui aurait des pustules à un endroit, c'est. Monsieur le médecin. C'est pas moi. Ce détachement en fait de l'ego est un sujet hyper intéressant. Moi, pour comprendre, pour faire des ventes, j'avais demandé à un pote qui avait un centre de télévente comme ça, de m'incorporer pendant une semaine. Et la première chose, tu vois, pour apprendre. Tu vois. Je te vois bien prendre ton téléphone et appeler pendant une semaine. C'était grandiose, mec. Ah ouais? Et la première chose que j'ai appris, c'est en fait t'entres dans le centre et là tu prends le nom. Pour chaque client en fait il y a un pseudonyme masculin, féminin ou neutre. Donc en fait moi j'étais Fabien Girard, donc voilà, c'était pour le client dans lequel on appelait, c'était Fabien. Et du coup en fait à ce moment là tu te rends compte que puisque t'appelles plus en ton nom, tu te permets des trucs pour mettre le pied dans la porte, pour passer le barrage secrétaire, pour taper, tu te permets des trucs complètement fous en fait. C'est plus toi en fait, t'en as rien à foutre. Et quand Fabien se prend une baffe, bah c'est pas Fabien qui a pris une baffe, c'est pas toi en fait. C'est un rapport avec le fait qu'on se retrouve en toge aujourd'hui du coup ou aucun lien avec la toge? Alors, l'histoire de la toche est qu'en fait Maya n'est pas avec un i tréma mais avec juste un i. En fait c'est une divinité essentielle latine, donc une divinité latine primaire qui est la croissance par la sève au printemps. Et en fait l'un des principes de Maya est de dire que si ça s'appelle Maya Mater et pas Startup Summer, tu vois, c'est qu'en fait on voulait dire, nous on est des gens européens qui construisent des startups européennes, on est la vieille Europe, on a une culture latine. Et en fait on n'est pas des anglo-saxons. Et on va pas faire des startups pareilles. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas de licorne en Europe, pas souvent de licorne en Europe, c'est qu'on essaye de ressembler aux Américains alors qu'on est très différents en fait culturellement de ces gens-là. Street, it's Donald Trump! What are you, morons? Mais c'est pas désagréable de le dire, on est très différents de plein de gens, donc on peut apprécier la culture par ailleurs. Hein. Il nous manque encore notre voix, et donc du coup on a mis du faux latin pour mettre des trucs comme acum la data. Ce qui me permet de vous poser la question, vous auriez une citation latine à transmettre à nos camarades? Lorem ipsum. Et t'as perdu le reste du Lorem ipsum, et toi? Ah mais je l'ai jamais connu. Absolument pas aucune, j'en ai pas, non, j'en ai aucune en latin, putain. Homo juridicus et onlinus bestus. Rosé rosam et spiritus rex. Ah non, parce que là j'en ai marre. J'avais une dernière question avant de vous lâcher, parce que je sais que t'as une contrainte. C'est quoi le moment dans votre carrière d'entrepreneur, chacun vous avez trouvé un moment qui résume exceptionnellement ce que vous vouliez construire, ce que vous êtes en train de construire, et un fait qui vous a... Parce qu'on sait tous que l'entrepreneuriat c'est des montagnes russes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une journée c'est génial, tu viens de signer 3 clients extraordinaires, t'as reçu 2 feedbacks, t'as un partenaire qui rentre, et en plus t'as machin, tu vas sans doute le recruter, etc. Et le lendemain tu viens de perdre un deal, c'est une catastrophe, t'as un fonds qui t'a dit non alors que tu y croyais, enfin... Et on sait que c'est des montagnes russes. Et est-ce qu'il y a un moment qui cristallise bien dans votre carrière ce sentiment-là, est-ce que vous vouliez construire, qui exprime aussi la philosophie dans laquelle vous travaillez? Je sais pas si ça répond à toute la question, en tout cas ça répond assez bien à ce qu'on essaye de construire chez Shine ensemble en tant qu'équipe et le projet. Comme je disais, j'appelle souvent des utilisateurs pour essayer d'avoir un peu leur avis sur ce qui va pas, ce qu'ils aiment ou pas. Et la semaine dernière j'en ai appelé un. Bonsoir Bernard, ça faisait longtemps hein. Content de ta petite vie de banquier? Qui était l'appareil? C'est Claude. Et Claude? Claude François. Et donc je lui demande si Shine ça lui plaît, il m'a dit oui j'adore, etc. Donc j'étais content. Et je lui demande mais qu'est-ce qui te plaît chez Shine? Et j'étais en train d'espérer qu'il allait me sortir telle ou telle feature parce que c'est un peu Startup Playbook 101, il te faut des killer features, des trucs que tout le monde adore et qui font de toi une star machin. Il m'a pas du tout parlé des features, il m'a dit bah je sais pas, une fois j'avais une question et puis j'ai trouvé sur votre site et puis une fois j'ai demandé au service client, il m'a répondu vite et en fait en gros j'ai l'impression que si j'ai un problème je vais pouvoir vous appeler et ça va aller quoi. Et là je me suis dit bah c'est cool et en fait c'est complètement incroyable parce que qui dit de son banquier je vais l'appeler et ça va bien se passer. Tu dis jamais ça de ton banquier qui t'appelle, il te dit bonjour je suis votre nouveau conseiller, est-ce qu'on peut voir samedi matin, je voudrais faire un point sur vos projets. C'est ça qu'il te dit et t'as envie de le tuer quand il te dit ça parce que t'as pas envie de le voir le samedi matin. Et nous on est en ligne, on voit pas les gens en face, on les a même pas au téléphone parce que les gens nous parlent que par chat. Il a même pas interagi des masses avec le service client, c'est pas comme s'il avait eu un long échange et un problème à régler. Juste ce qu'on a fait lui convenait bien et ça lui a donné confiance et il était content. J'ai créé un sentiment de confiance et un lien proche avec nos clients. Et à ce titre j'ai l'impression qu'on a répondu à un vrai besoin. Et
ça fait donc on en a parlé avec toute l'équipe et ça fédère tout le monde parce que tu as vraiment l'impression de servir à quelque chose. Et que si tu t'étais pas levé un matin en disant tiens je vais créer un copilote pour freelance, t'aurais jamais créé ça. Et ça a vachement de valeur et c'est super sympa. Je me rends compte et de plus en plus c'est que l'entrepreneuriat, ce qui est excitant là-dedans, c'est que c'est toi qui tiens la plume. Et du coup je vais répondre de manière un peu merdique à ta question, mais c'est de dire pour moi la partie la plus intéressante c'est maintenant, parce que c'est la partie de l'histoire qui est la plus intéressante et j'espère qu'elle sera de plus en plus intéressante et potentiellement qu'on va écrire de plus en plus longtemps cette histoire. Et la dernière fois où j'ai pu m'en rendre compte, c'était aux 4 ans de la boîte, où au-delà de faire un tapage nocturne, on s'est rendu compte qu'on avait 150 personnes qui étaient là autour de nous et c'était les 150 personnes qui comptaient le plus dans notre histoire de boîte. En fait, elles croyaient tous à la vision qu'on a aujourd'hui de donner les clés de la réussite en fait aux TPE-PME dans leur développement. Et de se dire que voilà, les 150 personnes qui y croient le plus, elles pourraient signer demain et venir nous rejoindre. C'était quelque chose de très fort pour nous. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message, un dernier truc? Vous aimez le Web Today? Ça vous plaît? Ouais. Vous allez revenir? Bah ouais, carrément, on va déjà en profiter un peu parce que je te dis, je viens d'arriver, j'ai même pas vu une seule conférence, donc on va déjà aimer le Web Today, vivre l'instant. Et on reviendra l'année prochaine avec grand plaisir. Ouais. Si je vous demandais avec des hashtags vos impressions fugaces sur le Web Today, ça donnerait quoi? Hashtag pas de t-shirt. Hashtag pourquoi je suis en toge. Hashtag toge. La toge, Romain, tu vois. En fait, la vraie histoire, c'est que l'an dernier, quand il a fallu qu'on fasse connaître le programme My Amateur, il nous restait un total d'à peu près 300 € si tu veux de budget marketing. On a donc acheté 5 toges à 40 € pièce. Et si tu veux, on a fait augmenter le taux de clic sur les vidéos des interviews en toge parce que les gens étaient en toge, tu vois. Pas mal. Très bon. Voilà. Pas mal. On est des stratèges marketing. Très très bon. Non, depuis je suis arrivé en tout cas, je trouve que l'ambiance est super chouette, c'est super convivial. J'ai bien aimé le sujet de toutes les confs et donc j'ai hâte d'en faire quelques-unes pour voir un peu de quoi les gens vont parler parce que en tout cas c'est cliquable, ça donnait envie d'y aller. Et j'ai mangé des cookies bio et un espèce de café organique sans café, je sais pas quoi, qui était incroyable là-bas. Donc pour l'instant, je suis là depuis un quart d'heure mais je passe un moment assez marrant. Merci beaucoup tous les deux en tout cas. J'espère que si vous avez le temps dans l'été, on peut vous contacter. Vous pouvez passer voir les gens chez Maya. On est dans la caserne, vous allez voir, le lieu est surréaliste et que de toute façon, on pourra leur permettre de vous regarder et qu'ils apprennent des choses de ce là. Avec plaisir. Avec plaisir. Puis surtout beaucoup. si vous allez voir la mer cet été, n'hésitez pas, on est à 2 heures de Paris ici quand la SNCF roule. Merci beaucoup en tout cas. Allez, ciao. Salut. Salut, à bientôt. Après cet enregistrement, début septembre, Shine a annoncé une levée de 8 millions d'euros pour poursuivre son développement et avancer très vite, donc c'est la société qui est gérée par Nicolas Rebout. On espère que cette vidéo vous a plu, dans ces cas-là, mettez un gros pouce bleu pour dire que c'était trop bien, et si ça ne vous a pas plu, expliquez-nous pourquoi dans les commentaires ou sur un commentaire vidéo. Et surtout, abonne-toi à la chaîne.